Bon, c'était un témoignage intéressant. Ça montre quand même la force du réseau. Paul-Louis, ça montre la force du réseau, ça montre qu'effectivement, quand on est ensemble, on est plus fort. Ça tombe bien, parce que c'est un peu l'objet de cette table ronde, le fait de cette capacité à se regrouper pour développer des actions, des supports communs. Alors, je vais commencer avec Jean-Luc Le Jaouen, parce que Jean-Luc, ça fait un bon moment qu'il travaille sur la filière nautique, il la connaît par cœur, ou presque, on va dire, on va rester modeste. Alors, Jean-Luc, j'ai envie de vous demander déjà, par rapport à cette présentation, une réaction à chaud. En fait, on découvre la filière tous les jours. C'est formidable. Quand il annonce le nombre de millions à la sortie, ça vous plaît, ça? Ça me plaît bien. Ouais. Mais justement, c'est vraiment le sujet. La mutualisation, c'est la mutualisation des actions, mais aussi la mutualisation des réflexions qui vont nous permettre de mettre en œuvre les moyens. Alors, vous avez travaillé, ça fait combien de temps vous travaillez sur la filière nautique? On a commencé en 2003, en mettant tout le monde autour de la table, y compris Nautisme en Finistère de l'époque, pour sortir un document qui s'appelait Stratégie pour une filière nautique, avec un gros point d'interrogation, c'est-à-dire, est-ce qu'en Bretagne, il fallait structurer quelque chose pour ces entreprises? 1100 entreprises dans le cœur de cible. Vous en rajoutez 30% quand vous prenez les entreprises qui travaillent pour la filière mais qui n'ont pas des codes correspondant aux activités de filière, de la filière en question. Et en gros 4800 emplois. Alors, la conclusion était de dire oui. Et puis en plus, quand on regarde l'entreprise, on ne regarde pas que l'entreprise, on regarde tout ce qu'on a vu avant, les bords et les usages. C'est-à-dire tout était étroitement lié. C'est-à-dire que vous avez eu vraiment une approche, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut peut-être à un moment donné arrêter de regarder, de sectoriser comme ça les activités nautiques, les ports, les professionnels. Il faut peut-être, tout ça c'est en fait quelque part c'est une mouvance commune, et il faut peut-être commencer aussi à créer des passerelles entre ces trois milieux qui, peu ou prou, se connaissent pas forcément bien, ou n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, mais pourtant, il faudra bien le faire un jour. Absolument. D'autant plus que si on regarde la structure au niveau de la typologie des entreprises, on a dans le Grand Camembert 40% d'entreprises qui vivent d'un marché de proximité, je vais oser le dire comme cela, c'est-à-dire ce sont les entreprises de la maintenance notamment, qui vont vivre parce que les gens viennent utiliser leur bateau sur les plans d'eau bretons. On a à peu près 20% de gens qui sont des constructeurs, comme Denis Bourbeau à côté de moi. 15% qui sont dans la fabrication d'équipements, mais là-dessus, sur cette population-là, on va trouver des gens qui sont avec un camion atelier, et puis des gens qui vont fabriquer dans leur atelier des produits leaders mondiaux, je pense à Nickel Electronics par exemple. Pour citer que cela, Marine Hélène, pour citer une entreprise du Finistère. Et puis une petite tranche qui monte progressivement, qui sont services, location, services. Donc là, il y a un développement sur les services. Alors, derrière, vous avez fait des constats. Le constat, c'est que cette filière, pour le coup, elle ne marche pas si mal que ça. Quoi qu'on en dise, parce qu'effectivement, c'est une typologie de petites entreprises par rapport à un Benedetto Janot qui s'est pris la crise en pleine figure, peu ou prou, enfin on en reparlera avec les chantiers nautiques, mais qui ont quelque part continué à vivre structurellement. Quand vous faites des études de conjoncture, on s'aperçoit que le secteur se maintient. Et pour autant, à un moment donné, c'est pas forcément bien perçu. Enfin, il n'est pas perçu en tant que tel par les banques, par exemple, parce que c'est vrai que les entreprises de production, elles ont besoin de cash, de fonds de roulement pour pouvoir vivre. Et l'une des actions ensemble on est plus fort, c'est peut-être d'être reconnu par les banques pour dire, attendez, les entreprises, c'est des gens sérieux là. C'est pas... Oui. La filière marche bien. On a accepté de se mettre tous autour de la table. Nautisme en Finistère est une des entités qui se met autour de la table avec nous pour se dire, on ne va pas se regarder le nombril, on va quand même regarder ce qui ne marche pas. Donc on se remet en cause à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on travaille sur la gouvernance future de la filière, parce que je ne veux pas dire que c'est le bordel, mais on est beaucoup à réfléchir sur plein d'axes possibles, et il va falloir qu'on se mette tous d'accord un jour ou l'autre, c'est ce qui va faire partie des futures années. Et puis après, bien sûr, ça nous permettra de développer des produits. Et l'exemple dernier que l'on met sur le marché,
ce qu'on appelle, alors tout le monde connaît la prévention des risques dans les entreprises, on pense souvent au côté document unique, et là il y a un produit qui a été sorti au mois de septembre et qui va durer jusqu'au mois de décembre et qui sera de nouveau renouvelé l'année prochaine. Ça s'appelle prévention des risques trésorerie, c'est un exemple. À la suite de l'enquête de conjoncture de printemps, on s'était aperçu qu'une catégorie professionnelle nous disait, attendez, la trésorerie, là, elle commence à se tendre, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc ça, ce sont des alertes qui nous permettent comme ça d'intervenir. Donc ça c'est un levier, c'est une utilisation, je pense que on discutera avec les chantiers, c'est que quelque part, effectivement, la trésorerie, c'est le moteur, c'est lui, d'une entreprise. C'est un des éléments, la structure des fonds propres aussi. Enfin, un exemple, pour être précis et concret, de notre travail qui devait être ensemble. Ce que vous disiez aussi, c'est par rapport à la filière, c'est que ensemble on est plus fort. Le Finistère, la Bretagne, de toute façon, le Finistère, enfin la Bretagne, le Finistère, la Bretagne, c'est une région leader. Il faut garder ce leadership. Jusque-là, ça va bien. Par contre, aujourd'hui, on est dans une logique où il faut se faire savoir. Oui, c'est aussi notre ambition bretonne, et après tout, n'ayons pas peur de dire que nous sommes bretons, soyons fiers de l'être. Si on prend les chiffres, un jour, on est la première région nautique de France, un autre jour, on est la deuxième derrière PACA. Enfin, en tout cas, on est dans le groupe de tête. La structure de la filière est relativement récente, puisqu'elle date à peu près d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Avant, le nautisme n'était pas développé à ce point. Donc les entreprises derrière suivent le même mouvement. Donc ce sont des entreprises relativement jeunes, on peut le dire. Il est clair qu'on a peut-être, nous, en Bretagne, enfin quand je dis peut-être, c'est comme on en est persuadé, la capacité de développer des propositions qui pourraient devenir des propositions françaises d'abord, et ensuite européennes. L'exemple typique, pour le faire savoir, c'est ce que nous développons, je dirais, en ce moment. Le marché du refit, par exemple, la rénovation de bateaux est un marché qui se développe. Il y a 4500 bateaux nouveaux qui arrivent chaque année sur notre territoire. Il y a en gros 20 000 matriculations, puisque le marché de l'occasion représente 80% de ce potentiel. Donc là, il y a un potentiel de marché qui est en train de se développer. Comment on va répondre à ce potentiel de marché? C'est en structurant des réseaux d'entreprises. Le dernier créé, c'est le Finistère Sud, c'est de la semaine dernière. Et avec derrière des logiques de marque Et avec des logiques de marque, c'est-à-dire maintenant qu'on a créé le réseau, il va falloir donner des prestations d'activité, mais on va le faire savoir également. Donc la marque Calinautique, vous avez peut-être entendu parler, puisqu'on a commencé à en parler en fin d'année dernière au Salon Nautique, cette marque Calinautique, on va faire en sorte que ça devienne une référence. Les conséquences sont assez intéressantes puisque Calinautique sera présent par exemple au Salon Nautique de cette année et on va diviser par 30 entreprises à peu près le coût du salon. Donc ça coûte pratiquement rien par entreprise. La commercialisation ici, un axe coût ensemble de fort. Alors je vais me tourner vers LDB Marine, monsieur Bourbigo. Voilà. Parce qu'on s'est eu au téléphone, mais j'avais vu votre photo sur le site. Donc Denis Bourbigo, vous êtes là, on a dit des grandes choses. Le fait que la capacité, via le discours Finistère, via la chambre de métier, d'amener des actions structurantes, des actions support, qu'une TPE, une petite entreprise ne peut pas forcément s'offrir d'ailleurs. Tout ce qui est ce qu'on appelle le staff qui permet effectivement à l'entreprise de faire avancer au-delà de la production du bateau. Vous, votre perception, quand vous entendez ce discours, est-ce que vous sentez la nécessité qu'effectivement il faut plusieurs, ça aide, le fait d'aller ensemble au salon, le fait d'aller au salon nautique, le fait de pouvoir peut-être que vous allez pouvoir aller à Düsseldorf, le fait que tout ça, c'est assez important pour vous? Pour moi, ça paraît assez évident, le fait qu'on se rencontre tous au sein des réunions à Nautissement Finistère, qu'on se retrouve sur le salon nautique de Paris, ça nous permet de mettre en commun toutes nos diverses expériences, que ce soit au niveau de la construction, au niveau de la clientèle, ou au niveau trésorerie, au niveau bancaire. Alors, après, vous gérez, parce que en fait, c'est entreprises individuelles qui se regroupent, quelquefois c'est des concurrents. Comment vous arrivez à gérer ce rapport entre j'ai envie de faire avec mon voisin, mais en même temps mon voisin il est concurrent? C'est compliqué ça? Concurrent, on est collègues déjà pour commencer. Concurrent, oui, forcément à un moment ou à un autre on se retrouve en concurrence. Je pense qu'on est quand même assez malin pour faire des produits qui sont vraiment différents. En tout cas, moi quand je me suis lancé dans le marché, j'ai fait un produit qui n'existait pas. Enfin, qui n'existait pas, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des choses qui
qui peuvent ressembler, mais le fait de sortir un bateau Pumet avec une annexe dans le tableau arrière, d'inverser les volumes par rapport à tout ce que faisaient tous les autres constructeurs de bateaux, ça nous a permis de nous démarquer là-dessus. Et donc du coup, concurrence oui, mais spécificité tellement forte, parce que la force du marché, enfin, des chantiers finistériens, c'est la typologie des bateaux, enfin des bateaux très de caractère en fait que quelque part, on a tout intérêt à être ensemble plutôt qu'à se regarder en chaîne faïence. Ça me paraît assez évident. Je pense que si on regarde vraiment tous les bateaux qui sont conçus dans le Finistère aujourd'hui, il y a vraiment un panel de bateaux qui va de l'icône d'espace vague, en passant par le mini-J, pour finir avec le Pogo 50 chez Structure. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, et ensemble, quand vous êtes au salon, c'est quand même assez... c'est quand même intéressant, le stand Finistère et la vue de la Bretagne, en fait, au salon nautique avec les chantiers, on en reparlera tout à l'heure, avec Pascal. C'est quand même c'est pratiquement une démonstration de force des chantiers finistériens, bretons, par rapport à des grands leaders dont on parle plus loin, Jeannot Benito, pour ne pas les citer. Moi, je pense que ça permet surtout d'avoir vraiment une visibilité au niveau du grand public. Le fait d'être tous ensemble sur le même stand, déjà ça permet, je pense, d'avoir un emplacement qui est nettement meilleur que si on y allait tout seul, chacun dans notre coin. Et le fait d'être regroupé au sein de la région, du département sur ces stands, ça permet que vraiment les gens savent où nous trouver et savent ce qu'ils viennent chercher. Alors, donc vous avez appris à travailler ensemble, voilà, ça c'est fait. Demain, c'est quoi? Le ensemble? Demain, déjà... Pourquoi l'ensemble demain? Le demain ensemble, je pense qu'il faut continuer. Est-ce que c'est attaquer les marchés internationaux? Est-ce que c'est développer des logiques de marge, de commercialisation? Moi, je pense que c'est quoi votre demande? Qu'est-ce que vous avez? C'est avant tout, c'est un échange. Après que chacun avance à sa vitesse, quoi. Chacun voit midi à sa porte. Il y a des gens qui sont intéressés par les salons internationaux. Il y en a d'autres qui préfèrent, qui vont, par exemple, au salon de Paris, d'autres qui vont pas à La Rochelle. Chacun voit ce qu'il veut. Par contre, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir échanger. Ce que vous dites, en fait, c'est garder cette communauté d'intérêt. Hein. Ça, c'est super important. C'est de solidarité des chantiers, des professionnels. Et après, en fonction des demandes, effectivement, des besoins de chacun, des stratégies d'entreprise de chacun, de pouvoir s'appuyer sur, effectivement, des initiatives qui sont prises par notre en Finistère, par la Chambre de métier, pour pouvoir accéder à des fonctions support. C'est un peu ça. Hein, du conseil, voilà, du conseil. C'est un peu ça l'idée. Votre demande, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de conseils, c'est clair. Et je pense qu'on est tous franchement différents. Il n'y a pas deux entreprises identiques, et par les produits, comme on le disait à l'instant, et par les envies de développement. Stéphane Grasset. Juste une réflexion sur le marché à l'exportation. On a lancé il y a 5 ans maintenant des premières visites dans les salons étrangers, Amsterdam. On a fini par Düsseldorf, le Gênes. Bon, on a fait des visites, on a accompagné les jeunes entreprises, et puis après on s'est dit peut-être qu'ils vont avoir envie de mettre des stands. Aujourd'hui, nous avons des stands. Là, à Amsterdam, on voit 11 entreprises, petites entreprises de Bretagne, qui seront présentes à Amsterdam. Ce n'est que 11 sur 1100. Il ne faut pas non plus que oui, mais ça organise de trop. C'est le début de l'histoire, mais c'est une histoire qui a aussi des spécificités liées au métier. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi par rapport à travailler ensemble? Alors vous êtes voilerie, voile océan. Alors effectivement vous avez l'habitude de travailler forcément en collaboration avec les chantiers, vous êtes dans une logique. Déjà vous êtes dans un réseau, parce que faire un bateau, pour construire un bateau et pour pouvoir offrir un bateau à un propriétaire, il faut différentes compétences. Est-ce que votre regard par rapport au faire ensemble, ce regroupement de professionnels est important pour vous? Le regroupement dans la construction d'un bateau, effectivement, parce que ça permet de développer, capitaliser sur les choses de chacun. Après, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est travailler avec d'autres voileries pour pouvoir gérer les temps morts sur les planchers. Parce que comme ça, quand il y en a un qui a trop de boulot, il envoie à l'autre. Donc on a fait ensemble un cahier des charges et on a travaillé en réseau de voilerie, on va dire. Un réseau de voilerie pour lisser un peu. Pour lisser. Après, effectivement, nous, l'avantage, c'est qu'on est quand même très zoné. On a travaillé justement avec l'océan au début. Après, le gérant a voulu passer la main, donc c'était beaucoup plus facile pour acheter. Parce qu'on a écart des emplois, parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Donc effectivement,
travailler ensemble pour nous, c'est ça. C'est beaucoup plus simple pour lisser aussi bien techniquement, au niveau du temps, lisser le tout. Alors en fait, quand on vous écoute, il y a des choses qui se font un peu naturellement entre vous. Hein. D'ailleurs, vous dites aussi, vous prêtez entre guillemets du personnel, hein. Ça vous arrive aussi, hein. Ça peut arriver. Donc il y a des choses qui se dans votre métier qui se pratiquent. Et au-delà, effectivement, il y a du faire ensemble, mais qui est activé par des structures support. Et ça, vous attendez quoi de cette dynamique-là? Le fait de pouvoir aller sur un salon, le fait d'avoir des marques communes, le fait de ce travail-là, est-ce qu'il vous cause, est-ce qu'il vous intéresse, est-ce qu'il vous... Ah bien sûr, nous le but, et je pense que le but de tous les gérants de société, c'est que l'entreprise tourne et puis paye le salaire, tout simplement. Hein. Là, nous, donc le but, il est là. Aller au salon, Paris, par exemple, c'est complètement logique pour nous, parce que comme on disait, nous on est sur Invic, on a un atelier sur Invic, donc le port de Roscoff, comme on disait l'autre jour, tout à l'heure, une grosse partie des clients qui sont sur le port de Roscoff viennent de Paris. Donc aller sur Paris, c'est en fait aller à la rencontre de nos clients, donc c'est complètement logique d'aller sur Paris. Moi j'y suis avec le stand Saten sur l'EMA, parce qu'on représente Saten là-bas, mais il est clair qu'un jour, il faudra y aller aussi sur une voilerie. Et c'est aussi ça l'idée de se rassembler à plusieurs petits ateliers pour avoir la force d'y aller. Alors Hervé Daniel, il est nautique de cœur, mais c'est quelqu'un qui va dans la bagnole. Je suis désintoxiqué depuis longtemps là. Hein? Ça fait longtemps que j'ai quitté la voiture. Ouais, non, c'était une boutade. Le fait les logiques de travailler ensemble, c'est quelque chose qui vous cause. C'est quelque chose que vous essayez de développer. Alors, vous avez quand même un regard sur cette filière nautique. Qu'est-ce que vous avez envie, on vous dirait, allez, demain, je vous donne la possibilité de lancer un projet avec, en créant de la collaboration avec une entreprise, vous iriez vers où par rapport au marché de santé? C'est aussi ça. Donc on raisonne à carnet de chèque infini. Voilà. Moi je pense que ce qui est important, c'est de dire quand on fait de la mutualisation, on la fait pourquoi. Voilà. Alors, il peut y avoir une question qui est une question de lobby, représenter une profession, et tout, etc. Bon, il y a une question qui est une question d'image aussi, d'accord. On reviendra dessus. Mais la question, c'est mutualisation, c'est on crée de la valeur. Et pour créer de la valeur, il n'y a pas 36 solutions. On crée de la valeur en diminuant les coûts, donc ça veut dire qu'on va mutualiser des moyens. On crée de la valeur parce qu'on va innover, on va prendre des risques sur des nouveaux produits, sur des nouveaux marchés. Et donc si on mutualise, on va mutualiser des risques. Et puis après, si on veut aller beaucoup plus loin, je dirais, il va falloir qu'on perce de nouveaux marchés, je dirais qu'on dépasse le stade de l'invention d'initiatives locales. Et donc là, aujourd'hui, on sera obligé de mutualiser à la fois des filières, tourisme, nautisme, tout ce que vous voulez, mais aussi des territoires. Et donc pourquoi pas aller jusque sur l'arc atlantique. Donc pour moi, c'est les trois grands. Donc la mutualisation en fait de métiers complémentaires quelque part. Ouais. Alors après si on les reprend un petit peu et quand on dit la mutualisation des moyens, vous le faites, hein, déjà vous allez au salon de nautisme et tout. Donc, ça c'est une chose. On a parlé de mutualisation de formation. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin, hein, parce qu'on l'a vu dans d'autres professions, prendre des exemples, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas mutualiser des achats, hein, on l'a vu dans la plasturgie classique en injection. Il y a jusqu'à 5-6 ans, chacun se débrouillait parce que les achats c'était stratégique. Et il ne fallait surtout pas que mon collègue connaisse exactement quelle matière j'achète. Le jour où la fourniture de matières plastiques s'est concentrée, et je dirais que les conditions d'achat se sont dégradées, à ce moment-là, les plasturgistes se sont regroupés, ils ont commencé à discuter entre eux, et puis ils se sont rendus compte que finalement, c'était pas plus stratégique que ça. Mais il y a quand même une question de plus, que j'en ai parlé avec IDB, c'est cette question. Est-ce qu'il ne faut pas un minimum de potentiel d'achat pour pouvoir se regrouper? Non, mais c'est exactement, c'est exactement la question. Mais c'est-à-dire, il va arriver un moment, surtout dans un contexte où le coût des matières premières, de l'énergie, etc., est en train d'augmenter, et les distributeurs se recentrent. Il y a quelque part, il va falloir aller plus loin dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a des enjeux aussi en termes de logistique. Hein, on voit aujourd'hui, par exemple, dans l'agroalimentaire, où les chargeurs sont en train de se regrouper entre eux, de façon à optimiser le taux de chargement des camions. Pour information, ça en gagne 10% sur le taux de chargement des camions. Donc, on peut dire,
c'est une nouvelle façon de voir, différente, on va plus loin. Je dirais, on peut mutualiser. Donc on optimise en fait. Là, on est dans l'optimisation. C'est-à-dire c'est que l'optimisation individuelle, elle a des limites, et il faut aller un petit peu plus loin dans ce qu'on accepte de mutualiser entre soi. C'est-à-dire le core business stratégique, je dirais, bon, ça c'est quelque chose, mais c'est vraiment le cœur du cœur. Et en fait, je pense que dans l'entreprise individuelle, il faut qu'on accepte, nous, d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine. Deuxième domaine, moi j'ai parlé un petit peu de la mutualisation des risques. Je pense que c'est sur l'innovation, sur la mise au point de nouveaux produits. Bon, on a parlé de paddle, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont devant vous. On peut parler d'habitat flottant, tout ça. Moi je vois déjà à 4-5 ans, etc. Je pense que vous êtes très bon, vous savez déjà faire des alliances, je dirais, dans la partie navigation, mais quand on va être des nouveaux produits liés au loisir, à des nouvelles approches, enfin, il faut aller plus loin. Bon, c'est bien comprendre les attentes et tendances de marché. Tout seul, on ne peut pas le faire. Comment on s'occupe pour? C'est de la conception, c'est du bureau d'études, c'est de l'expérimentation. Comment on va... alors là, c'est intéressant, c'est entre des graphes d'entreprise et des territoires, on va faciliter des expérimentations pour tester quand quel produit marche et tout, etc. Est-ce que Vincent Mazur parlait tout à l'heure justement d'action pilote, de test produit. On verra tout à l'heure avec Stéphane Lepennec de Saint-Louis. Le test produit, est-ce que c'est vraiment important? Parce que c'est ça aussi la mutualisation des risques. En fait, c'est cette capacité à tester quelque chose de peut-être un peu complètement différent. Mais c'est totalement... ça c'est... Quand vous êtes sur la navigation sensation, la bonne marée de la voile, etc., les vrais marins, les solides et tout, etc., vous avez 15 furieux autour de vous qui sont toujours prêts à tester les bateaux, vous dire tu fais comme ci, tu fais comme ça, vous êtes méga organisé. Bon, si je prends l'exemple de la voiture, l'optimisation d'une bagnole thermique ou même d'un hybride, ça pose pas de problème. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles, là où ils sont embêtés, c'est qu'ils ne savent pas comment un client va utiliser une voiture 100% véhicule électrique. Il n'y a pas de données de roulage, il n'y a pas de données de mise au point des produits, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Un consortium, Région Bretagne, Rennes Métropole, PSA, et puis on fait des expérimentations, on met la collectivité, on va financer des bandes de recherche d'infrastructures, on fait des expérimentations en covoiturage, on prend en charge les garanties de passifs, on y va, on recueille toutes les données, on bosse avec l'université, tout ce qu'il faut, et puis tout ça, ça bénéficie à tout le monde. Parce qu'on sait que... Ça génère la donnée. Ça génère la donnée, et on sait qu'on va faire des erreurs. Et donc, mais on va mutualiser ces erreurs. Tout seul, c'est difficile d'assumer une erreur. À plusieurs, on peut assumer des erreurs. Je vais comme ça, une question. Qu'est-ce qu'il faudrait tester? Je le fais à froid. C'est vous qui saurez, mais ça sera peut-être un peu par rapport au point. Encore une fois, moi je pense que on a parlé de se dire, bon, c'est pas la semaine c'est pas une semaine, c'est 1 ou 2 jours, c'est le côté découverte. Le côté marin, vous savez faire. Le côté découverte, quel va être le produit? Moi, je sais pas, vous allez, ça fait longtemps que je suis allé sous les... Moi, je suis allé en Thaïlande, c'était en 80. En 80, là-bas, il y avait des bateaux avec des fonds transparents pour qu'on puisse aller voir les coraux. Est-ce que en Bretagne, je suis allé cet été en Italie, j'ai fait un peu d'apnée, les fonds, ils sont minables. Bon. Est-ce qu'en Bretagne, il y a un endroit, je dirais, où on peut voir les fonds marins pour les gens qui n'ont jamais foutu ça existe, enfin, mais je ne connais pas vos produits, mais c'est de se dire, c'est tout dans ce genre de choses, pas assez de... Tout ce qui a été découvert à tester. Alors, après, moi, je pense que quand on est dans la mutualisation de l'innovation, on va partager des risques. On peut avoir des problèmes, mais je pense qu'on est aussi sur base de volontariat avec des grandes entreprises. Et on peut passer aussi dans des logiques, je dirais, parce qu'il y a la propriété intellectuelle, ça peut avoir une valeur. Bon, là, c'est pas forcément tout le monde. Moi, je suis assez favorable, parce que je travaille avec des grandes entreprises comme ça, où à partir d'un moment, il y a la consultation, puis à un moment, on dit, qui est-ce qui est décidé? Il existe des solutions, ça s'appelle des groupements momentanés d'entreprises, je dirais, mais il faut qu'on soit d'accord. Et pas tout le monde, mais il faut qu'il y ait des acteurs volontaires qui soient d'accord. Et donc, les 3 règles de base, c'est pas compliqué. Il
faut un fit entre les dirigeants. Si on est dans la méfiance, ça ne le fera pas. La deuxième chose, c'est une vision commune de l'avenir, c'est-à-dire à plusieurs, on est sûr qu'on va gagner ensemble. Et la troisième, c'est dès le début, on se dit comment on va se partager les valeurs et les richesses. Parce que, il faut le faire relativement vite, parce que plus on attend ça, plus à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit « Ah ouais, mais ça c'était mon idée, c'est lui qui s'enrichit à la place d'eux, etc. » Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il existe des outils qui permettent d'organiser et de faire en sorte que tout le monde y retrouve son compte à la fin, si l'idée, en fait, elle est pérenne et qu'elle se développe. Oui, des marges, voilà, et on n'est pas obligé. On sait quoi, on sait faire. C'est pas la fusion, acquisition, etc. Le groupement d'une entreprise, c'est pas hyper technique. Il faut avoir quelqu'un qui sait organiser ça. Et c'est d'abord une volonté de faire. Vous pouvez citer deux exemples. Alors c'est des gros dans l'agroalimentaire, c'est une entreprise bretonne. J'étais hier avec Christian Tacard, c'est le PDG de Les Gavottes, etc. Et puis il y avait un autre acteur, c'est Groupe Norat, c'est Crêpes Waouh. Bon, c'était les concurrents. Bon, un jour, ils se sont appelés en disant c'est vrai, on se parle pas, quoi. Et bien ensemble, ils ont fait un truc qui s'appelle Goûter Magique. Et ils ont investi à un nouveau marché en mettant ensemble des produits des deux et en créant au début un groupe inventaire d'entreprise, une structure juridique. C'est le genre de choses qui doit faire, je sais pas, plusieurs millions d'euros au moins par an. Hier, j'étais avec une dirigeante, c'est pas dans votre domaine. Elle a créé quelque chose qui s'appelle Système GIE, Système J. En fait, c'est une plateforme, c'est un groupe, je dirais, c'est libre d'entrée. Ils organisent l'interface entre les PME, on est dans le domaine techno, avec des grands donneurs d'ordre comme EDF, Thales, SNCF, ce genre de choses. Parce que les grands ne sont pas organisés pour travailler avec les petits, alors que c'est dans les PME qu'il y a le plus d'innovation. Bon, un résultat, ça a été fait en 2010. En 2012, l'objectif, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et ça bénéficie à tout le monde. Donc voilà, quoi. Mais on est sur des projets concrets, c'est-à-dire ils ont créé une interface par rapport à des enjeux. Alors, bon. Juste, j'ai envie de me retourner vers le chantier, parce que on voit qu'il y a quelque part les idées, enfin les outils qui existent, mais en même temps les chantiers, quelque part, ça marche pas si mal que ça, parce que vous avez des commandes et tout. Est-ce que vous avez, vous, quand vous entendez, dit, tiens, voilà, ok, ça existe, on peut travailler ensemble sur des projets un peu plus importants, est-ce que vous avez ces envies-là? De l'envie, sans comme ça, j'ai séché comme blanc. L'envie, pourquoi pas. Après, il faut trouver le projet, effectivement, qui pourrait faire qu'on puisse se mettre à plusieurs chantiers à travailler sur le même dossier. Mais pourquoi pas, absolument. Oui, au contraire, ça peut être une manière, justement, de faire perdurer ce que fait Lotissement Finistère à travers toutes les réunions qui sont organisées. Pascal, ça me paraît un très bon sujet. Il faut trouver le bon dossier. Il faut trouver le bon dossier, la bonne idée, l'envie ensemble, mais ça peut être aussi une source de peut-être se lâcher un peu. Carrément. Parce que je suis sûr que vous avez des idées. On va regarder un peu. Il y en a. Donc bon, voilà, c'est intéressant de aussi que le terrain... Et justement, sur la logique de garder un peu, on peut très bien avoir des choses qu'on peut garder, mais il y a des choses où on se dit, de toute façon, tout seul, je ne pourrais pas. Voilà. Et c'est là qu'il faut aller. C'est là. Et il faut savoir pour combien on joue, et quand on joue, on y va. Alors, le dernier point, je dirais, c'est la plus importante. Et je pense que la véritable question que vous devez vous poser, c'est qui sont vos concurrents? Et où sont vos concurrents? Est-ce que vos concurrents, c'est des Finistériens? Est-ce que vos concurrents, c'est des Bretons? Est-ce que vos concurrents, c'est des gros acteurs comme Beneteau ou ce genre de choses? Moi, je ne suis pas du tout persuadé de ça. Je pense que d'abord les gros et petits, je vous en ai parlé, il y a de la place pour tout le monde dans une chaîne de la valeur si on sait bien s'organiser. Les gros ont besoin des petits, les petits ont besoin des gros. Là, c'est une chose. Je pense que je travaille avec la filière granit en Ille-et-Vilaine. C'est une filière sur le monument funéraire qui est en train de se faire laminer par les Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils ont été en concurrence entre eux pendant trop longtemps. Trop de dimensions patrimoniales, etc. On se regarde, on participe à des réunions, mais on ne va jamais jusqu'au bout. Et la question, si on va plus loin, si on va dans le loisir, je pense qu'il y a des concurrents comme des destinations comme le Maroc, par exemple, du tourisme où il y a une offre complète, etc. C'est aussi vos concurrents.
Aujourd'hui, très clairement, et ça tout le monde le dit dans le tourisme, la concurrence elle est internationale. C'est pas effectivement, c'est pas le centre nautique d'à côté, c'est pas le port, c'est le Maroc. Parce qu'en fait, ça coûte le même prix aujourd'hui pour un Parisien, en gros, ça coûte le même prix d'aller au Maroc ou de venir en Finistère. Oui, c'est moins cher aujourd'hui de faire un séminaire d'entreprise au Maroc qu'en Bretagne. Hein. Voilà. Pour des Bretons, hein. Faut le savoir, c'est clair. Alors, par rapport à ça, je dirais, si vous voulez justement élargir votre base de clientèle, hein, au-delà des voileux, hein, au sens plus noble du terme, hein, avec l'offre découverte, etc., alors, vous faites des approches famille à l'intérieur d'une école de voile, mais c'est pas suffisant, quoi. Alors, il y a le homard, là, j'aimerais bien goûter, il y a plein de choses. Donc, c'est là qu'on va mutualiser des filières. Et la question, c'est de se dire, mais alors au-delà de se mettre à la place des clients, c'est toujours difficile de comprendre ça, c'est qui va pouvoir gouverner ça? Gouverneur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Non, mais c'est pas vous. Ceux qui vont gouverner ça, c'est ceux comme Google qui vont gouverner l'information. Et donc, chaque entreprise, ou même la filière nautique tout seul, je dirais, il faut que ça soit vraiment très solidaire à travers le tourisme, tout, etc. Filière, c'est que vous soyez dans une capacité, je dirais, d'être visible virtuellement, je dirais, de faire du scoring. Alors, je ne sais pas, regardez un petit peu quand même petit le tourisme, enfin, c'est un peu de ça. Sachez qu'aujourd'hui, ça doit être 60%, je dirais, des locations de chambres, 60% des clients, quand ils louent une chambre, consultent sur Internet un scoring. Ça veut dire, ils regardent s'il n'y a pas un autre client qui a été voir qu'est-ce qu'il pensait de ça. 60%. Donc, ça veut dire, même si aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous avez, je dirais, un site web qui dit c'est vachement bien, c'est vachement attractif, etc. Bon, si vous savez, c'est difficile d'organiser du scoring sur ce genre de choses, du témoignage, etc., etc. Et donc, ça veut dire, bon, votre client, vu de Paname, là, votre prospect, il va se dire, bon, ouais, c'est super sympa, mais est-ce que c'est pas l'arnaque? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et puis, il va y avoir une deuxième chose aussi, c'est la chose, elle a dit, tiens, je suis sur mon iPad, et tout, etc., j'ai envie de faire du surf aujourd'hui, et tout. Ah ouais, mais quand on pense maintenant tourisme mobile, c'est se dire, j'ai même pas besoin de demander, j'ai envie de faire du surf, c'est parce que j'ai décidé de me dire, tiens, j'aimerais connaître une offre de service sur le territoire, et parce que j'ai accepté d'ouvrir, je dirais, mon iPad ou mon iPhone, je vais dire, tiens, t'es à Plébin, et ben à Plébin, t'as une base nautique avec des super championnes du machin, des spécialistes d'eux, etc. Et, ah ouais, alors... Là, c'est l'information montante. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je suis sur mon iPad, je suis connecté, et qu'il y a un moment donné, il y a une petite annonce qui arrive et qui dit coucou, appelez-moi, il se passe quelque chose. Voilà, et puis on en discute, Ça, en disant, et alors Michel, Maurice et tout le monde est d'accord, bah pourquoi pas. Ah bah en plus, il y a un accueil à la ferme à côté, c'est sympa, tatata. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, ça veut dire, si vous voulez pour synthétiser, parce qu'on il faut avancer, en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le pouvoir de décision, vous pouvez penser que les prestataires avaient un pouvoir sur la décision du consommateur, et on voit très bien d'ailleurs dans l'automobile, ce pouvoir, il est en train de se déplacer vers des systèmes d'information, vers Google, voilà, etc. Parce que c'est eux, avec leur force de frappe, qui vont influencer la décision d'eux. Et la question c'est, comment, moi là-dedans, j'arrive à me placer dans cette logique de Enfin, je pense que c'est le client qui va avoir de plus en plus cette décision. Parce qu'il ça va passer par un tuyau qui va être organisé sur Google, mais ça veut dire qu'il y a un territoire qui s'est organisé et qui offre une promesse. Venez en Finistère, et je dirais, et on s'occupe de tout de façon moderne. Voilà. Et quelle est la promesse collective que vous voulez construire, je dirais, pour vraiment développer votre business et développer de la valeur autour de votre filière nautique. Parce que c'est vos clients qui vont vous faire vivre. Et vous avez votre professionnalisme, mais faites-vous driver, je dirais, vos clients, ils attendent que du rêve, que de la promesse, il y a dans les vacances. Quoi. On en parlera tout à l'heure avec ces le rêve. Juste avant de passer la parole à Pascal. Oui, juste pour rebondir sur cette question rapidement du web, très rapidement. Lorsque nous avions réfléchi à cette stratégie de filière, nous avions dit le domaine infrastructure est très important
Quand on parle d'infrastructure, on parle port. Et en fait, on a rajouté ce côté infrastructure virtuelle nécessaire. Et aujourd'hui, il y a une partie de réponse dans les questions posées par Hervé. Je pense aussi de l'autisme en Bretagne, qui a été refait et qui va dans ce sens, je pense. On a créé aussi Bretagne Info-Autisme, qui tourne aujourd'hui avec 400 visites jour, qui a cette prétention d'orienter vers les entreprises, mais aussi vers les autres sites existants, y compris les infrastructures, puisque la PPB fait partie du domaine mis en valeur. Donc, effectivement, du côté web, il y a un champ d'investigation très très fort. Oui, mais Jean-Luc, c'est l'autisme en Finistère. Et je pense que vous avez des clients, vous avez des gisements énormes qui ne vont pas utiliser le mot nautisme quand ils iront sur Google. Ah bien, tout à fait. On le voit dans les statistiques par rapport à leur localisation. C'est là qu'il y aura le lien qui fera qu'ils arrivent sur l'autisme en Finistère s'il y avait une organisation de l'autisme. Bien sûr. Hein. Ça, c'est une bidouille commerciale. Alors, Vincent, il y a le boulot là. Pardon, Pascal, oui. Allez, c'est Pascal, c'est Vincent qui travaille. Pascal qui cause. Alors, donc Pascal va nous causer. Ça, on appuie sur le bouton. Donc ça marche. Donc, Pascal, je reviens, il y a des mots qui sont sortis, le faire ensemble, mais le faire ensemble, pas forcément au sein de la filière, mais le faire ensemble avec d'autres acteurs du territoire, parce que pour en fait être mieux, le faire ensemble pour peut-être réfléchir à une promesse, le faire ensemble pour mutualiser aussi des moyens de production, le faire ensemble pour peut-être se lâcher sur des nouveaux projets, un sacré programme, hein, comment vous allez le faire? Le plus naturellement du monde, commencer ce que fait l'autisme en Finistère depuis un petit moment, c'est-à-dire susciter, écouter, faciliter, accompagner, voilà, puisque c'est quand même ça notre rôle principal. Et pour accompagner le secteur qui nous concerne, donc l'industrie, services, commerce, le préalable, c'est de bien connaître. Et donc, je vais rebondir un peu sur les chiffres annoncés par Jean-Luc. Nous estimons aujourd'hui que notre connaissance de ce secteur est beaucoup trop faible, puisqu'on estime en gros à 500 entreprises présentes dans le Finistère, 270 millions de chiffre d'affaires et 2500 emplois. Alors je ne sais pas si on les compte comme nos amis Cornouaillais, mais donc la CETP, comme chacun sait. Mais c'est une estimation. Donc pour lever cette ambiguïté, nous avons engagé avec la Chambre de métier nationale du Finistère et les 3 chambres de commerce une étude qui va se vouloir la plus large, la plus exhaustive possible sur l'ensemble de l'industrie, des services et du commerce. Parce que potentiellement, c'est notre impression, voilà, il y a au moins 3000 entreprises qui, peu ou prou, travaillent pour la filière nautique. C'est une question de curseur. Alors il y a des entreprises pour qui c'est évident. Ce sont des chantiers de construction à la plaisance, ce sont des voileries. Mais même dans les voileries, il y en a qui font aussi de la sellerie pour l'habitat. Et inversement, il y a des gens qui faisaient peut-être que de la motoculture, ou qui maintenant font de leur bord de plaisance. Donc à un moment donné, ils nous intéressent à ce titre-là. Donc cette étude est lancée, elle a été zonée en 3 pays, pays de Morlaix, pays de Brest et pays de Cornouailles. Parmi vous, il y en a peut-être qui ont dû recevoir un questionnaire, il y en a sûrement qui ne l'ont pas renvoyé d'ailleurs. J'en profite pour vous. C'est une annonce. Vous inciter à le faire, soit en ligne, soit par Alors l'idée, c'est de mieux connaître. Voilà. C'est le préalable de notre point de vue avant de définir des actions communes et pertinentes, d'affiner des politiques publiques, comme le rappelait Philippe Conan tout à l'heure. Il faut qu'on connaisse quand même les acteurs de la filière. C'est notre première préoccupation aujourd'hui. Alors après, que faire ensemble? Denis l'a évoqué tout à l'heure, le nautique de Paris est un bon exemple de ce qu'on peut faire dès qu'on a dépassé le simple fait de approche de la concurrence. C'est vrai que celui qui achète un bateau chez IDB, le fait va peut-être pas en acheter un chez ACD ou chez Picharon, ça va de soi. Mais il aura contribué de toute façon à faire naviguer quelqu'un qui peut-être un jour ne sera pas champion, donc on en parlera. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une habitude. Voilà. Elle est lancée, c'est pas quelque chose de possible. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, donc moi, je prends un peu la balle au bon, donc c'est surtout mes prédécesseurs qu'il faut
redresser les lauriers, d'après avoir réussi à rassembler des gens au caractère entier, dirons-nous. Donc, mais c'est particulièrement intéressant. Entier, rime-moi avec entier. Oui, par exemple. Ça, c'est pas moi, celle-là. Et puis, ce qu'il était possible de faire avec les chantiers de construction, ce qu'il est possible de faire tous les jours aussi avec le réseau des classes de mer, on doit pouvoir le faire aussi avec d'autres acteurs, notamment dans les services, dans la filière. Alors, c'est à discuter avec eux. On a eu déjà quelques petits échanges, mais sur la location, depuis tout à l'heure, on tourne autour de l'amélioration du service, de le faire évoluer, de se mettre en partenariat avec les acteurs autres que l'Institut pour le nautisme. Donc là, je pense qu'il y a un vrai travail à mener, autant le mener collectivement, avec les écoles de croisière, parce qu'il y en a encore un peu, et peut-être pas assez. On a laissé ce terrain-là s'échapper doucement, et bon, ce sont des grosses enseignes nationales maintenant qui forment à la croisière, ou c'est de l'autodidacte pur. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on reprenne aussi un petit peu ce chantier-là, mais différemment. Mais je pense qu'en restant plusieurs, on a de bonnes chances d'aboutir. Donc voilà, il y a encore des choses à faire. En fait, c'est un mouvement, c'est une espèce de mouvement intellectuel. Voilà, Il n'y a pas de révolution, il y a des équipes, il y a des acquis. Il faut capitaliser sur tout ce qu'on a déjà fait, ce qui a été fait. Il faut continuer à faire tourner la machine, et toujours avec le même état d'esprit. Je pense que ce qui compte, c'est ce que Denis a rappelé tout à l'heure. Voilà, il faut y aller. Après, j'ai bien entendu le message de Stéphane aussi, en 2013, au Nautique de Paris, il y a un stand bois et voileries en Finistère. C'est noté, il y en aura un, pas de souci. Il suffit qu'il y ait des voileries volontaires. Le système qui a fait ses preuves pour les chantiers de construction peut parfaitement fonctionner pour les voileries. Donner quand même une évolution de la présence des chantiers nautiques de Paris. La première fois que ça a été fait, c'était en gros 100 mètres carrés, ce qui était déjà pas mal. Cette année, nous aurons un stand de 405 mètres carrés. C'est une petite tendance à grossir, mais il y a de l'embonpoint qui est simple. Donc celui-là, on fait partie. Alors, juste pour finir, en 30 secondes, il y a le Paris, ça existe, enfin, la présence nautique, ça existe, ça permet de capitaliser sur différents ensembles. Aujourd'hui, la question est internationale. Vous allez emmener les entreprises à Düsseldorf au mois de janvier pour effectivement regarder la pertinence de commencer à s'intéresser à. Ah voilà, c'est ce que rappelait Jean tout à l'heure. Il y a déjà des entreprises qui se rendent à ces salons. Certains chantiers de construction de la Plaisance dans le ministère l'ont fait, pas tous, parce que c'est un déplacement qui coûte, ce qu'on va faire. Donc, tout ça, on va l'organiser en lien étroit avec la Chambre régionale des métiers, avec son service sur l'export et l'international. L'idée, c'est de dire, puisqu'on est capable de s'exposer au Nautique de Paris, nous sommes capables de nous exposer au Grand Pavois de La Rochelle, tous ou un certain nombre d'entre nous, qui est intéressé par s'exposer à l'international. Donc, effectivement, il y a Amsterdam, il y a Düsseldorf, la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est comme ça, à la Hussarde, on va aller voir, on va peut-être se faire une petite journée commune à Düsseldorf, on regarde si c'est pertinent, pas pertinent, quelles sont les conditions à réunir pour que la visibilité soit bonne et puis que ce soit rentable, parce qu'on ne va pas à Düsseldorf que pour la fête de la bière, on va surtout pour vendre des bateaux, donc il faut revenir avec des chèques. C'est quand même ça l'intérêt. Bon, ça n'exclut pas la bière, je suis d'accord. Ok, donc on va lancer cette machine. On lance une machine. Merci. Alors, avant de rejoindre Stéphane Le Pennec, qui est venu en voisin des voyages Salin Holiday, qui va nous faire rêver un petit peu pour finir, on se donne 2-3 minutes pour des questions avec la salle, s'il y en a. Sauf que j'ai des questions et pas des témoignages. Bon. Pas de questions. Les gens commencent à avoir faim, peut-être. Bon, ok. Eh ben, merci en tout cas de